Allez, on attaque. Très beau roman aujourd'hui, enfin même plus qu'un roman. Pilote de guerre. Oui, aujourd'hui c'est Pilote de guerre. Hein, d'Antoine de Saint-Exupéry. Hein, c'est bien pour ça que vous êtes venus. Oui. Donc c'est ce très très beau roman, ce très beau récit qui va donc clôturer notre cycle philosophie et littérature, hein, puisqu'on a vu les mots de Sartre et puis la semaine dernière l'étranger, hein, Camus. Donc c'est quand même trois grands classiques, si je puis dire, avec lesquels nous terminons l'année. Et oui. Alors, Pilote de guerre, écrit en 1941 aux États-Unis. Il écrit en 1941 aux États-Unis, où il est un petit peu effectivement en exil. Et pourquoi écrit-il ce livre ? Eh bien, parce qu'il souhaite convaincre les Américains d'entrer en guerre contre les Allemands. Ce qui, en 1941, n'est pas du tout à l'ordre du jour de la part des Américains. Et donc, il est publié, cet ouvrage, avec grand succès, à New York, en février 1942. Hein, donc, 1942, c'est une date intéressante, parce que c'est la date de parution aussi du mythe de Sisyphe et de l'étranger. Hein, donc il est publié en 1942 aux États-Unis, où c'est un grand succès, et puis en France occupée, il va être publié fin 1942, en décembre 1942, donc quelques mois après. Alors attendez, je vais vous donner un stylo parce que sinon on ne va pas s'en sortir. Voilà. Merci, mais s'il ne marche plus, c'est pas la peine. J'ai fermé mon téléphone, il sonne quand même, non, c'est pas pour. Tu le mets là-bas, Tiens, Pierre va te le prendre. Pierre. Voilà, comme ça va vous tranquilliser. Voilà, ça tu peux le jeter, voilà. Et voilà, on s'installe. C'est la fin de l'année, on est tous un peu fatigués, c'est normal. Voilà, merci, tu peux le vendre, comme ça tu en tires un bon prix. Voilà, c'est bon, on peut commencer à piloter. Bon. Donc, il est publié à New York en février 1942, quelques mois plus tard, en décembre 1942, en France, publié aux éditions Gallimard, et puis il est rapidement retiré de la vente par les autorités allemandes, suite à une campagne déclenchée par ce qu'on appelle aujourd'hui la presse collaborationniste, qui voit d'un très mauvais œil cet ouvrage. Donc il est très vite retiré et il va circuler sous le manteau, hein, de manière clandestine. Donc c'est le grand récit littéraire et philosophique en même temps, hein, d'une des missions de Saint-Exupéry, une mission de reconnaissance au-dessus de la ville d'Arras. Le sous-titre, c'est Mission sur Arras. Le titre anglais originel était Flight on Arras. Hein, et c'est une mission de reconnaissance que Saint-Exupéry fait avec ses deux compagnons d'équipage le 23 mai 1940. 23 mai 1940. Et dans ce récit, il cherche à exposer aux Américains. C'est un livre vraiment destiné d'abord aux Américains. Bon, bien sûr, par ricochet aux Français, mais aux Américains, pour leur expliquer vraiment les circonstances de la guerre, de cette défaite de la France face à l'avancée allemande, dès 1940, à ce qu'on a appelé cette drôle de guerre,
de septembre 39 à mai 40, hein, donc là on est en plein la fin de cette période, et il cherche aussi, et là cette fois c'est pas vis-à-vis des Américains mais vis-à-vis des Français, à réconcilier les Français avec eux-mêmes, enfin réconcilier la France avec elle-même et les Français avec l'idée de la France. Et c'est aussi pour leur donner de l'espoir, que même si une certaine défaite, semble-t-il, était inéluctable, il y a encore des raisons d'espérer dans l'avenir. Donc il va mélanger dans ce récit le monologue intérieur, ses réflexions, avec un certain nombre de réminiscences de son enfance protégée, dit-il. Et puis il va décrire de manière très réaliste et très imagée cette France qui perd ses entrailles. Comme il dit, il y a beaucoup d'expressions extrêmement imagées, comme on le verra, et parfois très violentes, sur cette France qui perd son identité, qui perd ses entrailles face à la puissance militaire allemande, qui est évidemment bien supérieure ici à la puissance militaire française. Donc Pilote de guerre est à l'image, c'est un roman qui est à l'image d'un engagement assez singulier de Saint-Exupéry durant tout le conflit, puisque il s'est pleinement engagé contre l'Allemagne, contre le nazisme, contre l'antisémitisme, mais il n'a pas forcément rejoint les rangs du général de Gaulle, hein, ce qui lui sera largement reproché, mais il refuse de se désolidariser des Français vaincus. Hein, 90% du roman, c'est une peinture, c'est une photographie de ces Français vaincus, hein, qui vont partir sur les routes, hein, dans l'Exode. Et il va toujours chercher à se situer au-delà des clivages politiques, idéologiques courants, pour dessiner la voie d'une réconciliation nationale, de réconcilier les Français entre eux. Et on est en 41-42, hein. C'est pas encore l'époque 44-45, hein, avec tous les règlements de compte qu'on connaît. Et surtout, il veut montrer les bases d'une refondation spirituelle de l'homme. Il veut refonder spirituellement ce qu'il appelle l'homme avec un H majuscule. C'est, dit-il, dans les caves de l'oppression que se préparent les vérités nouvelles. Et il veut donner une perspective. En pleine défaite, il veut donner une perspective aux Français et de manière plus générale à l'humanité. Et donc, c'est dans les dernières pages du roman, dans les derniers chapitres, qu'il va livrer cette vision tout à fait originale, inspirée, unique, hein, de l'homme qui va fonder l'humanisme de Saint-Exupéry. Hein. Une vision inspirée, optimiste, qui tranche avec tout le reste évidemment du roman, qui est la description de la défaite. Et donc, il y a, là je ferai une analogie, hein, qui est risquée, mais bon, avec ce qu'on a vu la semaine dernière et l'étranger. Où, enfin, si vous vous rappelez, hein, les dernières pages, il y a l'accès de colère, il y a la libération, il y a une autre vision. Et bien là, c'est pas la dernière page, c'est les tout derniers chapitres, à partir du chapitre 23, hein, on le verra, où il raconte une sorte de métamorphose qui s'est opérée en lui, dans son regard, dans sa vision, suite au tir qu'il reçoit à basse altitude quand il survole Arras,
puisque une grande partie du vol se passe à des milliers de kilomètres d'altitude, et ensuite on lui demande de survoler à quelques centaines de mètres seulement la ville d'Arras, où il sait que évidemment il sera l'objet des tirs ennemis ou des tirs alliés, d'ailleurs, on ne sait pas trop. Et c'est là où, comme vous le verrez, il essuie donc des tirs avec son équipage, ils en ressortent indemnes, et là il y a vraiment une métamorphose. Et il le dit d'ailleurs, avec ce vol sur Arras, j'ai changé. C'est pour ça qu'on va trouver sa vision dans les derniers chapitres. Quand il écrit Pilote de guerre, il a déjà écrit, il a déjà publié Courrier Sud, qui est tout le récit sur l'aéropostale, Terre des hommes, Vol de nuit, tous ces grands romans. Et donc on peut dire que c'est presque son dernier roman. Puisque Le Petit Prince n'est pas classé en général dans les romans, mais plutôt dans les essais philosophiques. Et donc, c'est son dernier roman, si je puis dire, historique. Alors, en fait, lorsqu'il rédige Pilote de guerre, donc en 1941 aux États-Unis, c'est une demande de ses éditeurs américains. C'est presque un ouvrage de commande. Une nouvelle mission lui incombe que lui formule son traducteur, monsieur Garancière. Il lui dit, ce traducteur et éditeur en même temps, c'est votre devoir d'expliquer la France, d'expliquer la défaite à des gens qui croient que la France n'a pas combattu. Ça, donc, c'est la vision de cette drôle de guerre vue des États-Unis. C'est vrai que cette invasion allemande a été très, très brutale, après toute une période d'attente, et elle se passe en mai, cette offensive allemande, et en juin, il y a déjà la signature de l'armistice. Donc pour les Américains, la France n'a pas combattu. Et c'est pour ça qu'ils n'ont pas du tout envie de se mêler de ce conflit. Et c'est vrai qu'ils interviendront, mais tard, bien mais tard. Bon, ça aujourd'hui, c'est à peu près reconnu. Et donc, évidemment, rien ne pouvait davantage piquer Saint-Exupéry dans son orgueil de soldat, d'écrivain et de français. Et donc, il écrit cet ouvrage très vite, en quelques mois, et il parvient à toucher l'opinion publique américaine. Et les élites, mais ce qui lui tenait à cœur aussi, c'était de toucher l'homme du peuple, l'américain moyen, c'est-à-dire, qui était alors très très critique, évidemment, sur les raisons de la capitulation et très distante vis-à-vis d'une Europe qui était très très lointaine. Et donc, le livre est un succès. Et donc c'est mission accomplie, je peux dire, pour Saint-Exupéry. Ce livre fait voir la guerre dans toute sa réalité, et Saint-Exupéry explique bien quelles sont les forces aussi en présence. Alors, le premier sujet qu'on va trouver dans c'est la révolte des téléphones aujourd'hui. Je ne sais pas pourquoi. Ils sentent que les vacances sont bientôt là. La responsabilité face à l'absurde, c'est le premier thème qu'il va développer. La notion de responsabilité face à l'absurde. Donc, ça nous renvoie à ce qu'on a vu la semaine dernière, de l'absurde de Camus. Il y a chez Saint-Exupéry toute une réflexion sur la responsabilité qui va se développer au fil des ouvrages, et on va trouver dans Terre des hommes et dans Pilote de guerre un certain nombre de réflexions sur la responsabilité. Notamment dans Terre des hommes, si vous vous rappelez, Saint-Exupéry évoque l'aventure d'un de ses camarades, Guillaumet, qui est perdu seul avec son appareil dans les Andes, Amérique du Sud.
Et ce héros survit contre toute vraisemblance. Et donc voilà ce qu'écrit dans Terre des Hommes, là c'est pas un pilote de guerre, dans Terre des Hommes, ce qu'il écrit sur la notion de responsabilité. Vous verrez, il y a des phrases qui sont tout à fait célèbres. Il parle de Guillaumet, justement, de ce héros qui survit vraiment dans des conditions extrêmes. Sa grandeur, c'est de se sentir responsable. Responsable de lui, du courrier, puisque là il fait partie de l'aéropostale, et des camarades qui espèrent. Il tient dans ses mains leur peine ou leur joie. Responsable de ce qui se bâtit de neuf, là-bas, chez les vivants, à quoi il doit participer. Responsable un peu du destin des hommes dans la mesure de son travail. Il fait partie des êtres larges qui acceptent de couvrir de larges horizons de leur feuillage. Être homme, c'est précisément être responsable. C'est connaître la honte en face d'une misère qui ne semblait pas dépendre de soi. C'est être fier d'une victoire que les camarades ont remportée. C'est sentir, en posant sa pierre, que l'on contribue à bâtir le monde. La première approche de la responsabilité, et c'est ainsi qu'il rend hommage à ce compagnon. Alors, la conviction exprimée dans Pilote de guerre est exactement la même lorsqu'il évoque et il médite sur le désastre de la défaite à laquelle il assiste. Et il constate que c'est précisément ce sens de la responsabilité qui a pu manquer, et pas simplement à la France, mais qui d'une certaine manière a fait défaut au monde en tout cas en guerre, quand ce sens de la responsabilité aurait été nécessaire à son salut. Et là on trouve dans Pilote de guerre ce fameux passage, toujours sur la responsabilité. Il écrit « La communauté spirituelle des hommes dans le monde n'a pas joué en notre faveur. Mais en fondant cette communauté des hommes dans le monde, nous eussions sauvé le monde et nous-mêmes. Nous avons failli à cette tâche. Chacun est responsable de tous. Chacun est seul responsable. Chacun est seul responsable de tous. Je comprends pour la première fois l'un des mystères de la religion dont est sortie la civilisation que je revendique comme mienne, porter les péchés des hommes. Et chacun porte tous les péchés de tous les hommes. » Donc ça c'est très fort, cette fameuse phrase, chacun est responsable de tous. Chacun est seul responsable, chacun est seul responsable de tous. Et à un autre moment, il expliquera pourquoi, par exemple, pour sauver un être humain, eh bien, des dizaines, voire des centaines d'êtres humains doivent risquer leur vie pour sauver un. Chacun est seul responsable de tous. Lui aussi, comme Camus, comme Sartre, il a le don de la formule choc, la formule concise qui fait titre. Et donc, il va lui aussi prendre en charge cette grande question du sens de la vie. Comme Sartre, comme Camus, on est dans cette même réflexion de quelqu'un qui a pris conscience du retrait du divin. Le divin s'est retiré. Vous vous rappelez la fameuse définition de l'absurde chez Camus,
la confrontation de l'appel humain au silence déraisonnable du monde. Dieu s'est retiré et l'homme se trouve seul face à lui-même. Et donc, quel sens peut-il donner à sa vie, à ses actions? Et il va chanter, dans les derniers chapitres, la trace de ces dieux enfouis ou enfouis. Alors bien sûr, il y a le fait d'évoquer la religion chrétienne, le christianisme qui a fondé, dit-il, notre civilisation, mais je crois qu'il faut le voir bien au-delà aussi, dans le message vraiment universel de la religion chrétienne. Et donc les carnets, ces fameux carnets de Saint-Exupéry abondent aussi en notation en ce sens. Alors, je rappelle donc pilote de guerre, contemporain du mythe de Sisyphe et de l'étranger, de Camus 42, où il va aussi être face à une mission, qui est cette mission de reconnaissance sur Arras, qui est une mission absurde. On verra, puisque il est envoyé avec ses deux compagnons, le mitrailleur et puis le pilote. L'autre pilote, il est envoyé vers Arras pour une mission de reconnaissance dont ils savent tous, eux et la hiérarchie militaire, que c'est une mission inutile. Absolument inutile. C'est important pour le récit, puisque c'est une mission qui a toutes les apparences d'une opération suicide, dont ils pensent que de toute façon, ils ne reviendront pas vivants. Déjà, dans les 3 semaines qui ont précédé, 17 équipages sur 23 sont morts. Donc, ils se préparent, et il y a tout un passage très très beau où quand ils s'habillent, et à l'époque, s'habiller pour un pilote de guerre, ça prenait vraiment du temps, parce que c'était un appareillage très très lourd, très compliqué. On n'est pas dans les avions d'aujourd'hui. Et donc ça leur donnait aussi le temps de méditer. Ils s'habillent en sachant que de toute façon, ils ne reviendront pas. Et il va assister, donc ils assistent, mais c'est lui qui raconte, à une débâcle par laquelle c'est toute une signification, ou un ensemble de sens, de significations qui se défait sous ses yeux. Il est désormais, dit-il, semblable aux chrétiens que la grâce a abandonné, célébrant le service d'un Dieu mort. En ce sens, c'est vrai que sa position, sa peinture de l'absurde est assez proche de celle de Camus. Alors, là, ce qui est intéressant, c'est qu'on a l'expérience d'un pilote. Et il y a vraiment toute une symbolique intéressante par rapport à cette expérience du pilote qui est dans cette espèce d'avion tout puissant et en même temps totalement vulnérable. Puisque, comme on verra, il y a plein de dysfonctionnements dans cet avion, entre autres les mitrailleuses qui gèlent à haute altitude. Vous voyez, donc elles gèlent. Et les manettes, il y a plein d'outils qui gèlent avec l'altitude. Et on n'a pas réussi à solutionner le problème. Donc, ce pilotage est vraiment vécu par Saint-Ex comme un corps à corps. C'est un corps à corps avec le monde. C'est très particulier, par exemple, d'être dans cet avion, donc avec un cockpit tout petit. C'est l'expérience d'une appréhension physique, ils ont peur, où l'aviateur fait l'expérience d'une déconstruction de toutes les formes habituelles de réalité. Il vit une sorte de mort symbolique, ou de mort des représentations habituelles. Donc une déconstruction de tout ce que les images habituelles qu'on peut avoir par rapport à cette mission.
Et donc il vit comme une catastrophe cosmique. Tout se décompose et l'on glisse dans un délabrement universel. Et là, il y a une expérience, je voudrais vous raconter, parce que ça peut rappeler aussi ce qu'on a vu la semaine dernière dans l'étranger. Une telle expérience de déconstruction, c'est-à-dire de remise en cause, en fait, de pas mal de choses auxquelles on croit, une telle expérience va exiger la nuit pour parvenir à ce vécu extrême. Je m'explique. C'est que Saint-Ex explique que c'est l'obscurité qui permet la perte des repères, puisque le pilote va naviguer dans une sorte d'opacité, ou d'épaisseur opaque entre le ciel et la terre, d'où viennent certaines lueurs, mais en fait, il ne sait plus exactement où est le ciel, où est la terre, tout se mélange un petit peu. Et donc, il y a quelques étoiles qui brillent vaguement dans le ciel, quelques clartés très vagues au sol, mais la terre et le ciel se confondent peu à peu. Donc, perte des repères habituels. Et donc, l'expérience qu'il vit, c'est celle d'un monde revenu au chaos, d'avant la séparation, si vous voulez, du ciel et de la terre, du monde visible, invisible. Et c'est bien dans ce monde donc obscur, chaotique, qu'il lui faut tracer une nouvelle voie. Et c'est dans les autres romans sur l'aéropostale, il y a aussi toute cette symbolique des voies de circulation qu'ils sont en train de créer pour acheminer le courrier. Bon, là, c'est pas le courrier, on est en guerre, mais c'est dans cette obscurité qu'il lui faut trouver une nouvelle voie lumineuse, en quelque sorte, d'espoir. Et donc, il va essayer de penser, c'est comme ça qu'on peut aussi interpréter le roman, comme le fait de penser la possibilité d'une conduite à tenir dans un grand néant, dans une grande nuit, dans une grande obscurité, qui n'est pas celle simplement du pilote, qui est celle de la conscience moderne. Puisque ce qu'il va décrire, c'est aussi la conscience de son époque. Et donc, l'écroulement, la débâcle, cette défaite, cet exode, va conférer bien sûr une urgence nouvelle à un tel questionnement. Là, il y a urgence par rapport à ce qu'il voit de tracer une nouvelle voie, de nouveaux chemins, de nouveaux sentiers d'espoir. Et donc, à partir de cette prise de conscience de l'absurde, il explique bien que c'est très difficile de pouvoir départager le bien du mal. Et comme il dira à un moment donné, défaite, victoire, j'ai un peu de mal avec ces concepts, parce que tout est plus complexe, tout est plus subtil, tout est plus mélangé que ce qu'on veut bien le dire. Et comme il le dit, comme il l'écrit plutôt dans Citadelle, qui est un autre texte resté un peu inachevé, tu cherches un sens à la vie quand le sens est d'abord de devenir soi-même. Tu cherches un sens à la vie, à l'extérieur, alors que le sens est d'abord de devenir soi-même. Et donc, la valeur morale qu'il va trouver ne va pas se déduire d'une vérité ou d'un credo de croyance déjà bien établi. Tout ça, pour lui, est déconstruit, n'existe plus. Et il va donc falloir trouver en soi cet élément de force morale et de vérité. Il dit c'est plutôt la vérité qui naît de la valeur que l'on se donne à soi-même. La valeur morale ne se déduit pas d'une vérité qui préexisterait, mais c'est plutôt la vérité qui naît de la valeur que l'on se donne à soi-même
et qui se mesure à la capacité qu'elle offre à l'individu de s'affirmer souverainement tel qu'en soi-même. On peut dire que ça, c'est la grande victoire qu'il va obtenir dans cette mission, c'est de se sentir souverainement lui-même. Et vous verrez, évidemment, ça déborde de lui-même pour couvrir l'homme, cet homme. Alors évidemment, il ne va pas échapper aux critiques ou aux objections, comme Sartre pourra aussi en recevoir, puisque à partir de là, c'est vrai qu'il pourrait sembler manquer de critères pour distinguer ce qui est bien, ce qui est mal, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Dès lors que c'est l'individu qui va inventer sa vérité singulière. Dans votre livre, Brigitte, peut-être dans le livre que vous présentez ce matin, c'est aussi la notion de danger. Dans les Andes, à 6000 mètres d'altitude, l'aviateur est en danger et après il n'a aucune visibilité. Mais bien sûr, mais dans les Andes et sur Arras aussi, bien sûr. Mais je l'ai dit, ils partent en sachant pertinemment qu'ils ne reviendront pas. Ils ne reviendront pas. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on les voit avec la peur au ventre. C'est pas qu'ils n'ont pas peur. Je reviendrai tout à l'heure sur la déconstruction de cette image d'Épinal du pilote surpuissant, tout-puissant, archange du ciel, chevalier du ciel, qui n'a pas peur. Il déconstruit complètement ce schéma. Ces gens, ces membres de l'aéropostale ou ces combattants ont peur. Et c'est ça qui en fait des héros. Parce que ils reçoivent des ordres absurdes, ils ont des missions dont ils savent qu'elles ne serviront à rien, puisque les renseignements et les photographies qu'ils vont ramener ne seront utilisées par personne, et si elles sont utilisées, elles le seront par les ennemis, et pas par les Français, pas par les Alliés, donc vous vous rendez compte. Et ils y vont. Ils y vont. Et donc ça pose évidemment un principe. Au nom de quoi y va-t-on? Enfin, c'est clair. Donc, le danger, il est partout, bien entendu. Sinon, il n'y aurait pas de roman s'il n'y avait pas de danger. Et donc, il va essayer de sortir l'individu, justement, d'un certain isolement auquel le condamne cette sorte de relativisme, c'est-à-dire qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal, je dois me faire tout seul, je dois décider tout seul. Et c'est là le sujet du revirement ou de la métamorphose qui va être basé sur les liens. Sur les liens, sur les relations que chaque homme est amené à tisser, ou là en l'occurrence à retisser, avec lui-même, avec les autres, avec ses compagnons, avec son pays, avec l'humanité tout entière. Si on veut résumer à une image, ce qui n'est pas possible, mais s'il y a une image prégnante dans le roman, c'est la défaite et la destruction des liens, puisque l'homme, comme il le dit, est un nœud de relation, donc la défaite d'élite, les relations, les liens, les nœuds. C'est pour ça qu'il y a cette image de délabrement, de débâcle, des choses qui se défont, s'il n'y a plus de cohésion. Et la victoire, le sentiment de victoire, parce que tant la défaite que la victoire, pour Saint-Ex, sont des éléments intérieurs. Il s'agit d'un état de défaite intérieure, d'un état de victoire intérieure. La victoire est ce qui permet de refaire les liens, de retisser les liens. Et ça, c'est magnifique parce que c'est, je crois, extrêmement puissant. Bon, j'y reviendrai largement là-dessus. Donc, c'est le sens de la responsabilité. Et qu'est-ce qui peut donner ce sens de la responsabilité? C'est le lien. C'est une responsabilité liée au lien et
comme dit le Petit Prince, ce qu'on apprivoise. Vous vous rappelez l'histoire du Petit Prince avec le renard? On se réjouit le cœur, on s'habille le cœur parce qu'on sait que voilà, on va avoir un rendez-vous, il y a un lien. Et je crois que l'humanisme de Saint-Ex, c'est en grande partie cela. Arriver à retisser les liens des faits, à retisser les nœuds de relations, à se sentir en lien, dans tous les sens du terme. Alors, ceci va l'amener à faire un certain nombre d'exhortations, d'appels à une notion qui est souvent mal comprise, qui est celle du sacrifice. Il va appeler au sacrifice. Donc c'est la deuxième grande notion, enfin responsabilité donnée par le sens du lien. C'est pour ça, comme il le dira, quand on est revenu de cette mission, on s'est senti appartenir au groupe. Il y a un très fort sentiment d'appartenance. C'est ça qui permet de transcender tout. Et aussi de pouvoir peut-être sacrifier pour un être humain. Plusieurs. Donc c'est l'appel au sacrifice. Il dit, voilà, le courage, puisqu'il s'agit bien de courage, puisqu'il y a danger, justement, le courage est dans le choix. Et le choix est une condition de la connaissance de soi-même. Donc il y a un choix, condition de la connaissance de soi-même. Et ce choix n'est pas un acte rationnel, enfin seulement rationnel ou mûrement réfléchi, dans le sens, bon, on y va pas, non. C'est un don de soi. Le sacrifice, tel qu'il le définit, c'est le don de soi. Un acte pur. Une acceptation totale du risque de mort. Et non pas le mépris de la mort. C'est pour ça que je développerai tout à l'heure justement cette refondation qu'il fait de l'image du pilote de guerre. Ce n'est pas le Tout-Puissant qui méprise la mort, une sorte de kamikaze fou, non. C'est celui qui accepte vraiment au fond de lui-même le risque, évidemment extrême. Et ce don de soi loge en nous, telle une substance qui définit notre être. Cette capacité de don total est ce qui définit l'être humain. Et il se réfère aussi à cet enseignement très dur de l'aéropostale, parce que là, on est en guerre, on défend son pays, patrie, bon, très bien. Mais l'aéropostale, quand on y pense, c'était risquer sa vie pour du courrier, pour des voies voilà, de communication, certes, mais aussi des voies commerciales. Et là, quand même, pouvait se poser la question, est-il raisonnable de risquer sa vie pour acheminer quelques lettres? Donc, dans ces missions de l'aéropostale, il le dit bien, l'esprit de sacrifice s'impose aux héros silencieux qui haussent les épaules quand on les interroge. C'est une question qui n'a pas lieu d'être. Si on commence à se poser la question, c'est vrai que là, si on commence à peser le pour et le contre, c'est sûr que la balance penche pas forcément du côté de l'engagement. Donc l'esprit de sacrifice s'impose aux héros silencieux qui haussent les épaules quand on les interroge et qui n'est autre que l'oubli de l'individu pour un but commun qui le dépasse et qui se situe hors de soi. Et donc, il dit bien que cet esprit de sacrifice de l'individu est alimenté par le fait de partager ceci avec d'autres. Seul, on n'est rien. En groupe, puisqu'ils sont organisés en équipage, en groupe, là, oui, on peut tisser des liens, partager,
Et vous savez qu'il a tissé justement des liens d'amitié extrêmement puissants avec tous ses camarades de l'aéropostale, qu'il dépeint vraiment comme des héros. J'ai dit un élément qui est le goût du risque aussi. Le goût, oui, probablement. Est-ce suffisant? J'ai dit un élément. Oui, un élément. Oui, oui. Alors, je vais vous lire ce qu'il dit c'est dans Pilote de guerre, hein, sur le sacrifice. Et c'est le sacrifice, presque là on touche à l'origine étymologique de l'acte sacré. On ne fonde en soi l'être dont on se réclame que par des actes. Donc, là il répond, oui, le goût du risque, mais on ne fonde en soi l'être dont on se réclame que par des actes. C'est les actes qui vont dire qui est l'être. Un être n'est pas de l'empire du langage, mais de celui des actes. Notre humanisme a négligé les actes. Quand il dit notre défaite est celle, pas simplement de notre armée, mais c'est celle de notre civilisation. Sous-entendu, notre civilisation occidentale. Notre humanisme a négligé les actes. Il a échoué dans sa tentative. L'acte essentiel ici a reçu un nom, c'est le sacrifice. Sacrifice ne signifie ni amputation, ni pénitence. C'est important, je crois. Sacrifice ne signifie ni amputation, ni pénitence. Il est essentiellement un acte. Il est un don de soi-même à l'être dont on prétendra se réclamer. Donc c'est presque un sacrifice pour soi. Un don qu'on fait pour soi-même. C'est pour ça qu'il y a cette notion de lien ou de relation avec soi-même, qui est essentielle. Sinon, le lien avec les autres ne peut pas être vraiment authentique. Donc, ce sacrifice est un don de soi-même à l'être dont on prétendra se réclamer. Celui-là seul comprendra ce qu'est un domaine qui lui aura sacrifié une part de soi, qui aura lutté pour le sauver et peiné pour l'embellir. Alors lui viendra l'amour du domaine. Un domaine n'est pas la somme des intérêts, il là est l'erreur. Il est la somme des dons. Un domaine n'est pas la somme des intérêts, comme il dira, la cathédrale n'est pas un amas de pierres. Un domaine n'est pas la somme des intérêts, c'est-à-dire des intérêts particuliers, un peu égoïstes. Non, un domaine est la somme des dons. Voilà. Des dons de soi. Donc, l'engagement est total, surtout, évidemment, si on sait que le risque est mortel. Et donc, il va redécouvrir à travers ce qu'il appelle le job nécessaire et ingrat. Le job, c'est l'expression aujourd'hui qu'on entend partout. Il a fait le job, voilà. Donc, il a rempli sa mission. Alors, je ne sais pas si la notion de sacrifice est aussi importante. Mais le job nécessaire et ingrat de la guerre. Le sens du silence qui laisse un poids dans le cœur. Et il va jusqu'à dire que l'essence du sacrifice, c'est qu'il ne gagne aucun droit. Donc, ces pilotes n'attendent aucune décoration, aucune reconnaissance, aucun remerciement. Ils font le job. Ni évidemment intérêt personnel. Donc c'est pour ça que là, oui, le goût du risque, mais poussé à l'extrême. Poussé à l'extrême. Alors, donc responsabilité, lien, relation, sacrifice.
Et il va, je crois, dans ce roman, mais dans les autres aussi, mais là c'est vraiment très clair, il va déconstruire un certain imaginaire qu'on avait du pilote, notamment du pilote de guerre, depuis la guerre de 14. Et il va saper tout ça, va remettre en cause tout ça pour reconstruire un autre imaginaire du pilote, notamment du pilote de guerre. Alors, puisque, bien sûr, c'est un récit autobiographique, hein, où on a donc le héros, le narrateur, l'écrivain, qui sont un même personnage. Et évidemment, Saint-Exupéry est aussi un grand écrivain qui va utiliser énormément d'images, d'expressions imagées très très puissantes. Et donc il va décrire, comme il le ressent, comme il le voit, le combat et ses combattants. On ne peut pas dire que c'est un récit objectif. De toute façon, il n'y en a pas. Mais il va livrer ses interrogations, ses doutes, son ressenti. Et donc, il ne proclame pas que la guerre est indicible, c'est-à-dire que c'est ne pas racontable tellement c'est absurde ou c'est extrême. Non, il va constater par contre l'incapacité des représentations traditionnelles, classiques, à rendre compte de la réalité de la guerre. Et ça lui tient très à cœur, évidemment, entre autres, pour montrer aux Américains ce qu'ont été les combattants français. Et donc, il fait part d'un certain nombre d'interrogations à ce sujet. Et concernant l'héroïsme, justement, des aviateurs, il y a des éléments très intéressants, puisque il va s'opposer à cette vision chevaleresque dont l'imaginaire collectif avait paré un peu les aviateurs depuis la guerre de 14. Ces pionniers de l'aviation civile, mais aussi pionniers de l'aviation militaire, étaient décrits un peu comme des héros d'un idéal prométhéen, je dirais, de progrès. Et on les appelait d'ailleurs des paladins du ciel, les chevaliers du ciel, les archanges. Et depuis la Grande Guerre, la guerre de 14, on les représentait souvent comme les héritiers des chevaliers d'autrefois, sans peur et sans reproche, auréolés, presque comme un saint, dans ce qu'il va appeler Saint-Ex, lui, les images d'Épinal. Et j'ai retrouvé une citation de Gilbert Durand, qui est un anthropologue, qui a étudié les structures anthropologiques de l'imaginaire, qui s'est penché sur ce sujet, et il dit, depuis la Grande Guerre, donc la guerre de 14, pour la conscience collective, l'aviateur est comme un archange. On a étudié les hiérarchies célestes. Un archange doué de pouvoirs surnaturels. Depuis que les avions sont équipés aussi d'armes à feu. Un archange doué de pouvoirs surnaturels. Le pilote de guerre est un soldat doublé d'un saint. Et plutôt que de reprendre ces images, il va vraiment les remettre très explicitement en question. Et il va s'attacher à déconstruire, ou en tout cas à critiquer, ou à dévaluer les représentations traditionnelles, classiques, de l'héroïsme guerrier. Et il ne faut pas se méprendre, c'est pas du tout
pour ne pas reconnaître l'héroïsme de ces pilotes, tout au contraire, mais d'être vraiment à côté de ces images d'Épinal où justement l'aviateur est cet archange qui se sacrifie, mais presque tout à fait naturellement, sans réflexion particulière. Et donc il va critiquer ce qu'il appelle la mauvaise littérature d'aviation, cette littérature d'évasion qui ne mène nulle part, ou cette imagerie en couleur de la guerre. Pour construire un autre imaginaire du pilote de guerre, de refonder un autre imaginaire plus nocturne, moins solaire dans le sens de logique, rationnel, tout-puissant. Et c'est pour ça qu'il nous montre ces pilotes avec leurs doutes, avec leurs peurs, avec leurs faiblesses, avec leur vulnérabilité. C'est pas des archanges tout-puissants, quoi, dans leur avion armé, voilà, dont on attend la victoire. Il montre les entrailles, il nous décrit les entrailles des pilotes, ce qui les rend évidemment très humains, très très humains. C'est Guillaumet, c'est Gavoise, voilà, c'est des pilotes bien sûr qui sont aguerris à un ensemble de techniques, mais c'est des êtres humains. Et il appuie ça, cet aspect-là aussi pour probablement renforcer la véracité, l'authenticité de son témoignage. Et pour sensibiliser les Américains. Et donc pour lui, c'est une sorte de faillite. Quand il dit l'humanisme occidental, notre civilisation a failli, eh bien, cette représentation de l'aviateur ou du pilote tout-puissant fait partie de ces images qui n'ont pas aidé les forces alliées. Et donc, il va suggérer une possible restructuration de l'imaginaire du pilote et du conflit, beaucoup moins manichéen. Et ça lui sera aussi reproché. Parce qu'en période de guerre, on aime bien parfois les choses manichéennes, parce que ça simplifie le choix. Bien, et on aime bien les héros, comme dit la littérature d'évasion. Ah, c'est Superman, quoi. Bon, et lui dit non, on n'est pas des Superman. On n'est pas non plus des anti-héros, on est des héros, mais voilà, des héros profondément humains. Et donc, c'est au-delà du récit, de lui-même du pilote, c'est une restructuration de l'imaginaire du conflit, avec donc une opposition, et qui est vraiment très claire dans le livre, entre d'une part tout ce qui est débâcle, défaite, désorganisation, chaos, la mort, enfin tout cet univers de la défaite qu'il va décrire, et puis d'un autre côté la victoire, le sentiment intime de victoire, la vie, mais qui va être en gestation dans la nuit, dans ce cockpit qui est comme un ventre maternel, quoi. Une matrice. C'est ça, il le sent vraiment comme ça. C'est pour ça qu'il y a des souvenirs d'enfance aussi qui lui reviennent, et on ne sait plus très bien où est l'enfance, où est ce qu'il vit là à l'âge adulte. Et il va donc vraiment avoir de très belles expressions sur cette nuit. Et donc, une pensée, ce que Gilbert Durand appelle l'imaginaire nocturne, c'est-à-dire une pensée par image et pas par concept, et pas par élément simplement rationnel. Rationnellement,
on perd la guerre, on devait la perdre. Supériorité numérique des adversaires, enfin, logiquement, rationnellement, il veut montrer que la défaite, c'était pas simplement celle de 40, mais elle était définitive, elle pouvait être définitive. Logiquement, rationnellement, dans la toute lumière. Par contre, les images, c'est-à-dire tout ce monde symbolique qu'il va développer, les images, comme on le verra, de la graine, du blé, du pain partagé, du sourire de la nièce, de la fermière, enfin bon, c'est plein d'images qui sont des images de victoire intérieure, du sentiment de victoire intérieure. Et c'est ça qui fait, pour lui, et il pense que ça peut le faire pour la civilisation, ça fait la bascule. Mais ce n'est pas une défaite technique, ni une victoire technique ou technologique. C'est pas parce que on a de meilleures ou de moins bonnes armes. C'est mental. Et il décrit bien ces pilotes avec justement ce mental, hein, ou cette force morale qui est intacte. Alors que tout autour d'eux se délite. Il y a un très beau passage sur la nuit, l'intérêt de la nuit. C'est pour ça que je faisais un petit peu une analogie avec l'obscurité de la cellule de la semaine dernière. Il dit « Je manque de concept directeur, de langage clair. Je pense par contradiction. L'autre. Si je suis vivant, j'attendrai la nuit pour réfléchir. » Il y a toujours cette idée que dans la grande lumière du jour, mais aussi de l'action, de la logique, de la raison, on ne peut pas réfléchir. Il faut s'habiller, il faut rentrer dans l'avion, il faut agir. Il est tout le temps dans ces avions de l'époque, ils sont tout le temps, les pilotes, en train de vérifier les instruments. Il s'amuse à un moment. Je demanderai au fermier chez qui j'habite combien, à son avis, d'instruments on doit suivre. Et effectivement, quand il pose la question, le fermier dit une vingtaine. 103 instruments dans le cockpit qu'ils sont obligés constamment de surveiller. 103, ça veut dire que ils ne peuvent pas réfléchir. Ils sont constamment à vérifier 103 l'altimètre, la température, l'oxygène, enfin plein de choses. Et à chaque instant, quand l'altitude est haute, ils risquent de perdre conscience. S'il manque d'oxygène ou un trop d'oxygène, il y a un moment dans le roman où il sent qu'il s'en va. Enfin, il perd conscience. Bon. Donc, pour vous dire qu'ils sont à chaque instant sur le fil, pas simplement à cause des tirs ennemis, mais à cause de la fragilité de leur avion. Et il met bien vraiment l'accent là-dessus. Donc, j'attendrai la nuit pour réfléchir. La nuit bien-aimée. La nuit, la raison dort. Et simplement, les choses sont. Celles qui importent véritablement reprennent leur forme, survivent aux destructions des analyses du jour. L'homme renoue ses morceaux et redevient arbre calme. Voilà, très très beau passage qui résume bien cette idée de la nuit qui permet de retrouver l'essentiel. Non. Oui et non. Oui et non, parce qu'il va y avoir un phénomène, une action, lorsqu'il survole Arras à 400 ou 300-400 mètres d'altitude, ce qui est une altitude totalement folle. Et là, dans la nuit du cockpit,
il va recevoir les tirs. On ne sait pas d'ailleurs si c'est des tirs ennemis ou alliés, des tirs lumineux. Et ça va lui faire ce moment où ça bascule, où il se dit, bon, voilà, l'amertume, la peur que j'avais, enfin, cette vision de la défaite, de la débâcle, tout ça, je vais le transmuter en image de victoire, en image qui porte une autre lumière. C'est le passage d'une lumière à une autre, mais qui a besoin du passage par la nuit, par l'obscurité. Toute proportion gardée, c'est la tendresse, la lumière de l'étranger après l'accès de colère. Toute proportion gardée. Hein. On est dans des schémas, des situations très très différentes. Mais il a fallu ce passage extrême dans la nuit, ces tirs de lumière qu'il va comparer à des gerbes de blé. Enfin, l'image du blé, comme on le verra, et du pain est très important pour montrer aussi cet attachement à la terre. Hein, que la France est un pays de terriens, un peuple de paysans, il y a un attachement à la terre, à ce qui sort de cette terre, au blé, au pain. Toute la symbolique du pain partagé, qui est presque religieuse, hein, qu'on va retrouver. Donc, pourquoi fait-il ça? Pour modeler un nouveau visage à ses pilotes, et surtout à une guerre qui, en 1941, n'a pas de visage. Pour lui, n'a pas de visage, en tout cas, sauf le visage de la défaite et de la débâcle. Donc il refonde quelque chose d'autre et il donne un visage à une guerre qui n'en a point, puisque cette mission était suicidaire, elle était impossible, elle était sacrifiée, et donc il lui faut trouver un sens, mais qui est un sens qu'il va peu à peu construire, et pas avec des arguments logiques, mais avec des images et des symboles en fait. C'est pour ça que Gilbert Durand parle d'une refondation de l'imaginaire du conflit, où au-delà du bien, du mal, de ce qu'il faut faire, de ce qu'il ne faut pas faire, de l'ami, de l'ennemi, refonde quelque chose. Et surtout, il refonde l'espoir. Puisqu'à partir du moment où ce sentiment de victoire est intérieur, donc il ne dépend pas des conditions extérieures ou des moyens matériels, ils deviennent invulnérables. Là oui, invulnérables, mais par une force intérieure, par une force morale intérieure, et pas par les conditions externes. L'espoir, c'est le maître mot. Oui, l'espoir basé sur le fait de retisser les liens et les relations. Ça, c'est vraiment essentiel. C'est un essai, enfin, c'est un texte philosophique sur les liens. Sur les liens. C'est pour ça qu'il va y avoir aussi toute l'image de la fileuse, de celle qui tisse. Hein? Tisser et retisser les liens. Et je trouve que c'est vraiment intéressant parce qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de solidarité, de lien social, de recréer du lien. On parle, mais bon, il y a des gens qui font aussi. Non. Ça renvoie à cela. Qu'on soit en guerre ou pas, ça se discute, mais disons qu'il y a cette thématique du lien qui est vraiment très, très, très forte. Cette appartenance, sentiment d'appartenir, pas simplement à un groupe de pilotes ou à un groupe d'aéropostales ou à son pays, mais à l'humanité, pour être homme. Homme, avec une majuscule. Et ça, c'est assez atemporel, je pense, c'est assez universel. Bon, on va faire une petite pause qui s'impose. Alors,
Donc, Sénèque ne cherche pas forcément à faire une déposition pour la postérité, mais il va quand même nous offrir une description, une photographie assez impitoyable du réel. Et donc il va se servir de mots, d'images qui sont un peu dispersées tout au long du récit, qui montrent un certain nombre de dysfonctionnements, et puis ça révolte face à ces dysfonctionnements. Dysfonctionnement d'une routine aveugle, ou d'une administration bureaucratique aussi parfois un peu bornée. Et donc je vais vous lire quelques images qu'il emploie pour décrire cette débâcle, cette défaite. D'abord, les sacrifices vains et les moyens dérisoires pour lutter face à l'immensité du désastre. Nous sommes en plein désastre, tout s'écroule. Il est une immense forêt qui brûle et quelques verres d'eau à sacrifier pour l'éteindre. Des sacrifices vains, une lutte désespérée contre l'évidence. Il est des groupes d'aviation qui fondent comme une cire jetée au feu. L'écroulement, la liquéfaction, l'engloutissement, un organisme liquéfié en grumeaux, tout se décompose là en bas. L'engloutissement dans la lenteur d'un fleuve debout. Route noire de l'interminable sirop qui n'en finit plus de couler. C'est ainsi qu'il décrit l'exode. Tous ces Français qui sont sur les routes et à qui les maires demandent de partir sans savoir exactement pourquoi, mais le maire l'a dit, alors on le fait. Engloutissement, bouillie, marécage, enlisement, pourrissement. Un immense bouillie, des villages qui croulent l'un après l'autre dans l'égout commun. L'écrasement de la France. Donc, c'est un pays qui est complètement démantelé, qui perd sa substance. La France montre le désordre sordide d'une fourmilière éventrée. Embouteillage de routes, incendies, villages écrasés, pagaille, immense pagaille. Ils s'agitent comme des cloportes sous leurs pierres. Une vision soudaine, aiguë d'une France qui perd ses entrailles. Tout s'est lent comme des réflexes d'agonisants. Il s'agit d'un immense troupeau qui piétine, fourbu devant l'abattoir. Une innommable pagaille. La France qui croule n'est plus qu'un déluge de morceaux. Vous voyez, c'est vraiment cette image de la décomposition, de la liquéfaction, du pourrissement, voilà, tout se délite. Et par rapport à ça, cette mission, où il dit de toute façon on ne tiendra aucun compte de nos renseignements. Nous ne pourrons pas les transmettre. Les routes seront embouteillées, les téléphones seront en panne, l'état-major aura déménagé d'urgence. Puisqu'il explique aussi que ces groupes d'aviation, on les fait déménager tout le temps. Et d'ailleurs à la fin, on vient lui annoncer qu'il faut encore déménager. Enfin, une sorte d'absurdité, une administration bureaucratique qui va donner des ordres là aussi absurdes, par exemple de tuer les jeunes génisses, par exemple, parce qu'il y avait pour pas que les ennemis en profitent. Et puis cet ordre est resté, et finalement on a fini par tuer pas simplement les génisses, mais tous les troupeaux, les vaches. Et c'est de l'absurde. Et une administration qui est complètement, une bureaucratie qui est complètement dépassée, une hiérarchie militaire qui s'excuse presque d'envoyer les hommes au casse-pipe. Enfin, voilà, ça c'est une grande partie du livre, c'est cette description très, très dure et violente, violente de cette France en débâcle, en défaite.
Et donc, par rapport à ça, il y a tout un basculement. Comme il dit, défaite, victoire, je sais mal me servir de ces formules. Et donc, face à ce monde où tout semble vraiment s'écrouler, face à cette France qui part sur les routes sans savoir pourquoi ou complètement désorganisée, il veut essayer de rassembler les morceaux épars dans un nouveau langage, et donc il va inventer un certain nombre d'images, donc utiliser un certain nombre d'images symboliques. Il dit: l'arbre de la résistance sortira un jour de notre sacrifice comme d'une graine. Voilà. Donc les images qu'il emploie sont autant de graines. L'arbre de la résistance sortira un jour de notre sacrifice comme d'une graine. Il plante des graines, ce sont des graines d'espoir, mais et comme il le dit, ou il écrit dans cette fameuse lettre au général Z, Wix, disons, qu'il ne veut pas nommer, mais cette lettre au général Z, il écrit: je dis, nous sommes responsables, mais il ne s'agit point ici de la défaite. Il s'agit du phénomène fasciste ou nazi. J'ai dit, la civilisation chrétienne occidentale est responsable de la menace qui pèse sur elle. Qu'a-t-elle fait depuis 80 ans pour vivifier ses valeurs dans le cœur de l'homme? On a proposé simplement comme éthique neuve: enrichissez-vous. Voilà. Donc là, évidemment, ce qu'il décrit, c'est une société, une civilisation qui est tombée dans le matérialisme, à qui on n'a plus donné aux hommes d'autres rêves, d'autres finalités que l'enrichissement matériel. Et c'est pour ça qu'il veut refonder spirituellement, en fait, pas simplement la France ou l'Europe, mais quelque part le monde. Et il va utiliser un certain nombre de vertus chrétiennes, comme la foi, l'espérance, la charité, au profit de cette nouvelle vision de l'homme. Enfin, une vision, pas nouvelle, mais renouvelée, refondée de l'homme. C'est pour ça qu'il n'est pas tout à fait dans les vertus théologales classiques, mais il les remouline ou il les recombine pour fonder son humanisme. Donc, si on veut résumer, il part dans cet état quand même d'une certaine amertume pour cette mission sacrifiée, et à son retour, il comprend qu'il est lié en profondeur à ses camarades, qu'il est du groupe 233, il dit plus que jamais: je ne suis lié qu'à qui je donne. Et il va raconter un certain nombre d'expériences qu'il a avec le fermier chez qui il loge, avec ce pain, partagé, ce fameux sourire de la nièce du fermier, le sourire qui est très important chez Saint-Exupéry, parce que pour lui, le sourire est le symbole de l'humanité. De l'humanité d'un être humain. La vision des liens qui nouent et bâtissent la civilisation se découvre à lui, il y voit luire la lumière du blé. Alors, il y a plusieurs fois cette image de l'épi de blé, du germe de blé, de la lumière du blé, qu'on trouve aussi dans Le Petit Prince, la couleur du blé. Comme il dit, la saveur du pain partagé. Cette image de la communauté des hommes autour du pain partagé. Le fait de casser la croûte, au sens premier du terme, de partager, de rompre le pain. La saveur du pain partagé n'a point d'égal. Or, voici que tout le pouvoir de cet aliment spirituel, du pain spirituel qui naîtra de ce champ de blé, est en péril.
Mon fermier, demain, en rompant le pain, ne servira plus peut-être la même religion familiale. Le pain, demain peut-être, n'alimentera plus la même lumière des regards. Il en est du pain comme de l'huile des lampes à huile, elle se change en lumière. Vous voyez, cette lumière du blé, du pain, du sourire que l'on peut expérimenter autour d'une table partagée. Alors, il y a très clairement un moment de bascule, c'est au début du chapitre 23. Donc, vraiment dans la dernière partie de l'ouvrage. Chapitre 23, il dit « J'ai bien changé ». Voilà. Donc là, on peut vraiment dire, là, il y a la métamorphose. Il y a la transformation. J'ai bien changé. Ces jours-ci, commandant Alias, j'étais amer. Ces jours-ci, alors que l'invasion blindée ne rencontrait plus que le néant, les missions sacrifiées ont coûté au groupe 233 17 équipages sur 23. Vous, le premier, nous acceptions, me semblait-il, de jouer les morts pour les nécessités de la figuration. Ah, commandant Alias, j'étais amer, je me trompais. Voilà, donc là, il voit rétrospectivement l'amertume quand même. À quel moment écrit-il? C'est après la mission ou avant? C'est après. Et il explique que c'est le dernier moment de la mission, quand il est à quelques centaines de mètres au-dessus d'Arras et qu'il reçoit ces tirs, que l'avion est vraiment la proie de tirs, qu'il y a cette brusque prise de conscience. Que, bien sûr, en tout cas, le roman est construit comme ça, même si on peut imaginer que ces éléments, ces images de victoire, elles sont présentes dès le départ. Mais dans toute la description de la défaite, c'est la peinture des nœuds, des relations qui se défont. Et là, tout d'un coup, il dit, bon, il faut retisser les liens. En fait, il prend conscience qu'il va pouvoir retisser des liens. Voilà. Et les derniers chapitres, c'est en fait comment passer de la défaite intérieure à la victoire intérieure, à l'état d'esprit de victoire. Alors, un petit peu plus loin, il dit, voilà, il explique. Cette foule que je survole, je l'ai prise en compte au-dessus d'Arras. Je ne suis lié qu'à qui je donne. Je ne comprends que qui j'épouse. Je n'existe qu'autant que m'abreuvent les fontaines de mes racines. Je suis de cette foule. Cette foule est de moi. À 530 km/h et 200 mètres d'altitude, maintenant que j'ai débarqué sous mon nuage, je l'épouse dans le soir comme un berger qui d'un coup d'œil recense, rassemble et noue le troupeau. Nous, vous voyez ces images de liaison. Cette foule n'est plus une foule, elle est un peuple. Comment serais-je sans espoir? Malgré le pourrissement de la défaite, je porte en moi, comme au sortir d'un sacrement, cette grave et durable jubilation. Je trempe dans l'incohérence et cependant, je suis comme vainqueur. Voilà. C'est-à-dire, là, il y a vraiment l'opposition de cette foule vue de 9000 mètres d'altitude, qui est comme ce jus noir, cet exode. Enfin, c'est une foule compacte, une masse indifférenciée, duquel il peut se sentir effectivement distant, sans la juger, mais il la décrit quand même de manière très, très dure, hein, avec la boue, les cloportes, enfin bon. Et là, quand il se rapproche, il y a union, fusion, communion. Il n'est plus question de dire la foule, c'est devenu le peuple. Je suis de ce peuple et le peuple est en moi. Et
là, ça change tout. Être vainqueur. Je suis comme vainqueur. Voilà. Et c'est cette vision du peuple qui lui donne une espèce de jubilation, d'espoir. Oui, cette vision des liens. On sait que la victoire, de toute façon, arrivera. Cette vision des liens. C'est une vision vraiment des relations qui là, retissent presque avec chacun de ces gens qui courent sur les routes de l'Exode. Oui, mais ce sont des gens en désarroi. Oui, bien sûr. Et quand même, ils pensent qu'il sera vainqueur. Oui, parce que il situe la victoire vraiment dans un plan mental intérieur. Il ne sait pas ce que ça va donner. Non, on est en 41. Il y a eu l'appel déjà de Gaulle et tout ça, mais on est loin de 44, ou l'intervention des Américains. On est très loin de ça. Donc, il ne sait pas. Mais lui, dans son fort intérieur, il se sent victorieux. Et c'est ça qui change tout. Un petit peu plus loin, nous avons joué dans le soleil avec la poussière des chasseurs ennemis. Puis nous sommes redescendus. Nous nous sommes jetés dans l'incendie. Nous avons tout sacrifié. Et là, nous avons plus appris sur nous-mêmes que nous n'eussions appris en 10 années de méditation. Nous sommes sortis enfin de ce monastère de 10 années. C'est comme s'il y a une révélation. On dit, il y a un truc mystique, quoi. Il y a une révélation comme s'il avait passé 10 années de retraite, de méditation, dans le silence, dans la solitude. C'est une jubilation. Oui, nous avons appris plus sur nous-mêmes. Cette épreuve lui a appris sur lui. Et donc, quelque part, lui a fait prendre conscience de plein de choses qu'il décrit à la fin, qui étaient en lui, mais qui étaient en sommeil, on peut dire, qui n'étaient pas en tout cas activés. Donc ce sacrifice, la métamorphose, et c'est vraiment une métamorphose, la chenille qui devient quelque part papillon. Bien sûr, des endomorphines, bien sûr. Oui ou non? Je voudrais savoir. Je pense que c'est comme le goût du risque ou l'adrénaline ou l'endomorphine à ses limites. Défaite, victoire, je sais mal me servir de ces formules. Il est des victoires qui exaltent, d'autres qui abattardissent. Des défaites qui assassinent, d'autres qui réveillent. La vie n'est pas énonçable par des états, mais par des démarches. La seule victoire dont je ne puis douter est celle qui loge dans le pouvoir des graines. Tiens, voilà, la seule victoire dont je ne puis douter est celle qui loge dans le pouvoir des graines. Alors évidemment, une graine, il faut l'arroser, elle va peut-être donner un arbre et peut-être elle va pourrir, elle va mourir, elle va dessécher. Qui sait? Mais c'est la puissance de la graine. Planter la graine au large des terres noires, la voilà déjà victorieuse. Mais il faut dérouler le temps pour assister à son triomphe dans le blé. Il n'était rien ce matin qu'une armée démantibulée et une foule en vrac. Mais une foule en vrac, s'il est une seule conscience où déjà elle se noue, n'est plus en vrac. Les pierres du chantier ne sont en vrac qu'en apparence. S'il est perdu dans le chantier, un homme serait-il seul qui pense cathédrale? Je ne m'inquiète pas du limon épars s'il abrite une graine. La graine le drainera pour construire. C'est là où il dit la puissance de l'individu au sein de cette communauté d'hommes, puisqu'il fait un distinguo entre l'individu solitaire et puis la communauté d'hommes. Mais il dit bien qu'un seul qui prend conscience des liens, ça change tout. Comme un seul qui va
utiliser des pierres va pouvoir faire une cathédrale. Et une foule pourra laisser les pierres à l'état de pierre. Quiconque accède à la contemplation se change en semence. La graine, c'est lui. La semence, c'est lui. Enfin, ou tous ses camarades. Quiconque découvre une évidence tire chacun par la manche pour la lui montrer. Quiconque invente prêche aussitôt son invention. Je ne sais comment un Hochedé, c'est un camarade, s'exprimera ou agira, mais peu importe, il répandra sa foi tranquille autour de lui. J'entrevois mieux le principe des victoires. Celui-là qui s'assure d'un poste de sacristain ou de chaisière dans la cathédrale bâtie est déjà vaincu. Mais quiconque porte dans le cœur une cathédrale à bâtir est déjà vainqueur. La victoire est fruit de l'amour. L'amour reconnaît seul le visage à pétrir. L'amour seul gouverne vers lui. L'intelligence ne vaut qu'au service de l'amour. Quiconque porte dans le cœur une cathédrale à bâtir est déjà vainqueur. Donc c'est tout le pouvoir des graines ou des semences, sachant que chacun peut se considérer comme graine ou semence. Vous vous rappelez, chacun est seul responsable de tous. Tout ça est lié. Il y a des victoires qui exaltent, des victoires qui... Il est des victoires qui exaltent, d'autres qui abattardissent. C'est pour ça qu'il se méfie beaucoup du langage, des mots. C'est la victoire, la défaite, parce que tout est plus complexe. C'est pas blanc ou noir. Des défaites qui assassinent, d'autres qui réveillent. Il y a des très beaux textes aussi sur l'humilité. Je comprends le sens de l'humilité. Humilité, ça va bien avec l'imaginaire qu'il est en train de développer. Humilité, ça vient d'humus, la terre. Je comprends le sens de l'humilité. Elle n'est pas dénigrement de soi. Elle est le principe même de l'action. Si dans l'intention de m'absoudre, j'excuse mes malheurs par la fatalité, je me soumets à la fatalité. Si je les excuse par la trahison, je me soumets à la trahison. Mais si je prends la faute en charge, je revendique mon pouvoir d'homme. Je puis agir sur ce dont je suis part constituante de la communauté des hommes. Il est donc quelqu'un en moi que je combats pour me grandir. Il a fallu ce voyage difficile pour que je distingue ainsi en moi, tant bien que mal, l'individu que je combats de l'homme qui grandit. Vous voyez, il y a une opposition entre l'individu qui va se soumettre, qui se soumet à la fatalité, qui se soumet au fait de demander pardon presque, avec l'homme qui ne cherche qu'à grandir en lui. Je ne sais ce que vaut l'image qui me vient, mais je me dis, l'individu n'est qu'une route, l'homme qui l'emprunte compte seul. L'individu n'est qu'une route, l'homme avec un H majuscule qui l'emprunte, c'est-à-dire qui emprunte cette route, compte seul. Donc bien sûr, il y a une vie d'individu à travers les vicissitudes et les complexités, mais il y a aussi l'homme qui cherche à grandir. L'homme. L'individu n'est qu'une route, l'homme qui l'emprunte compte seul. Oui, tous les derniers chapitres, c'est une ode,
c'est une exhortation, c'est une évocation de l'homme. Voilà, de l'homme qui est en chaque individu. Je me dis, c'est le tir d'Arras. Le tir a brisé une écorce. Toute cette journée-ci, j'ai sans doute préparé en moi la demeure. Je n'étais que gérant grincheux. C'est ça l'individu. Mais l'homme est apparu. Donc, c'est vraiment l'histoire d'une métamorphose, d'un choc, d'une écorce qui se brise. Il s'est installé à ma place, tout simplement, cet homme. Il a regardé la foule en vrac et il a vu un peuple, son peuple. L'homme, commune mesure de ce peuple et de moi. C'est pourquoi, courant vers le groupe, il me semblait courir vers un grand feu. L'homme regardé par mes yeux, l'homme, commune mesure des camarades. Donc c'est cette humanité qui est le dénominateur commun de tous ses camarades qu'il côtoie et de tous les Français, de tout ce peuple de France. Et là, il y a des pages magnifiques qui sont assez célèbres. Dans ma civilisation, celui qui diffère de moi, loin de me léser, m'enrichit. C'est une citation qu'elle avait d'ailleurs utilisée au moment des attentats. Dans ma civilisation, celui qui diffère de moi, loin de me léser, m'enrichit. On s'enrichit par les différences. Notre unité au-dessus de nous se fond dans l'homme. Ainsi, nos discussions du soir au groupe 233, loin de nuire à notre fraternité, l'épaule, car nul ne souhaite entendre son propre écho, ni se regarder dans un miroir. Dans ces groupes, dans cette communauté d'hommes, bien sûr, chacun est différent. Et le groupe s'enrichit des différences. C'est parce qu'il y a des discussions, tout le monde n'est pas forcément d'accord. C'est ça qui fonde la communauté d'hommes. Justement, s'enrichir des différences. En l'homme se retrouvent de même les Français de France et les Norvégiens de Norvège. L'homme les noue dans son unité. Les noue, voilà, on relie dans son unité, en même temps qu'il exalte sans se contredire leurs coutumes particulières. Il y a cette très belle image d'unité. Qu'est-ce qui peut fonder l'unité d'une communauté d'hommes qui intègre les coutumes et les mentalités particulières? C'est une grande question. Il ne s'agit pas de niveler, dire tout le monde pareil, ou de dire bon, les différences c'est ingérable. Non, il propose un système d'union, d'unification, de pouvoir agir ensemble, enfin dans la même direction, en respect des différences et des particularités, notamment des peuples. Parce que, quelque part, les fondateurs historiques de l'Europe avaient pu s'inspirer de ce rêve, de cette vision de l'homme qui unit, qui relie, sans tout niveler, ou sans faire que tout le monde... Et c'est le grand problème auquel on se confronte aujourd'hui, c'est que on a misé, peut-être comme il dit, sur le enrichissez-vous, c'est-à-dire sur des valeurs matérielles, en pensant qu'en faisant l'euro, par exemple, l'Europe allait être faite. Et là, on se rend bien compte que on s'est trompé de valeur. C'est pour ça qu'il parle de refondation spirituelle. C'est pas forcément une fondation religieuse. C'est une refondation spirituelle, par l'esprit de l'homme.
L'arbre aussi s'exprime par des branches qui ne ressemblent pas aux racines. Si donc là-bas on écrit des contes sur la neige, si l'on cultive des tulipes en Hollande, si l'on improvise des flamencos en Espagne, nous en sommes tous enrichis en l'homme. C'est peut-être pourquoi nous avons souhaité, nous du groupe, combattre pour la Norvège. Ils n'ont pas simplement combattu pour la France. Ils ont combattu aussi pour un autre pays, un autre peuple, une autre culture. Et voici qu'il me semble parvenir au terme d'un long pèlerinage. Je ne découvre rien, mais comme au sortir du sommeil, je revois simplement ce que je ne regardais plus. Donc c'est une toute autre vision, voilà, comme un pèlerinage. Ma civilisation repose sur le culte de l'homme au travers des individus. Il ne s'agit pas de nier l'individu, mais que cet individu se place au service de l'homme, c'est-à-dire de quelque chose qui le dépasse. Et puis le fait que ces individus existent, c'est très important. C'est-à-dire que là, ils sont en proie de tel danger, que le fait que ces pilotes existent, qu'ils soient bien là, là on reprend un peu l'existentialisme de Sartre, mais c'est déjà beaucoup qu'ils existent. Peut-être. Je ne sais pas si les gens qui fuyaient dans l'Exode étaient conscients qu'il y avait des pilotes au-dessus d'eux. Peut-être, et peut-être pas. Dans ces moments de survie, c'est pas facile de penser à l'autre. Alors, donc, ouais, deux, trois petites choses. Ma civilisation repose sur le culte de l'homme au travers des individus. Elle a cherché des siècles durant à montrer l'homme comme elle eût enseigné à distinguer une cathédrale au travers des pierres. Elle a prêché cet homme qui dominait l'individu. Car l'homme de ma civilisation ne se définit pas à partir des hommes. Ce sont les hommes qui se définissent par lui. Il est en lui, comme en tout être, quelque chose que n'expliquent pas les matériaux qui le composent. Voilà. Il y a un être dans chaque individu, un homme, un être, une essence qui ne se réduit pas aux matériaux qui le composent. À l'adrénaline, à la structure du cerveau, au goût du risque, il y a autre chose. Une cathédrale est bien autre chose qu'une somme de pierres. Un paquet de neurones. Oui. Une cathédrale est bien autre chose qu'une somme de pierres. Elle est géométrie et architecture. Ce ne sont pas les pierres qui la définissent, c'est elle qui enrichit les pierres de sa propre signification. Et là, il fait référence à toute cette idéal justement de ses compagnons bâtisseurs qui là aussi se sacrifiaient pour construire une cathédrale. Ils étaient mus par ce rêve, cet idéal de construire une cathédrale. Et les pierres trouvaient leur raison d'être dans cette cathédrale. Bon, et les cathédrales aujourd'hui, on les a encore. Parce que c'est aussi ça, un des critères, la pérennité. Donc, ces pierres sont anoblies d'être pierres d'une cathédrale. Vous allez, je ne sais pas, dans nos fameuses abbayes, là, où, les fameuses trois sœurs là, de Provence, au Toronnet, ces autres monastères, enfin, ou églises romanes, où vous sentez bien, au Toronnet, c'est particulièrement, parce qu'il y a une acoustique absolument extraordinaire, donc chaque pierre est fière de faire partie de l'abbaye. La cathédrale
Alors là, hein, les pierres les plus diverses servent son unité, la cathédrale absorbe jusqu'aux gargouilles les plus grimaçantes dans son cantique. Mais peu à peu, j'ai oublié ma vérité. J'ai cru que l'homme résumait les hommes comme la pierre résume les pierres. J'ai confondu cathédrale et somme de pierre, et peu à peu, l'héritage s'est évanoui. Il faut restaurer l'homme. C'est lui l'essence de ma culture, c'est lui la clé de ma communauté, c'est lui le principe de ma victoire. Bon, il y a plein d'autres belles pages sur l'homme et l'amour. Alors, il va aussi décliner d'une autre manière la devise liberté, égalité, fraternité. Je comprends l'origine de la fraternité des hommes. Les hommes étaient frères en Dieu. On ne peut être frère qu'en quelque chose. S'il n'est point de nœuds qui les unissent, encore une fois, les hommes sont juxtaposés et non liés. On ne peut être frère tout court, mes camarades et moi sommes frères en le groupe 233. Les Français en la France. Qui crée donc cette idée de fraternité. Bon, la liberté, pareil. J'ai tout gâché. Alors quand il dit j'ai tout gâché, bon, il parle effectivement pour lui, il parle aussi de l'Occident. Et que c'est pour lui la raison de la défaite de l'Occident, c'est qu'il a dilapidé l'héritage, il a laissé pourrir la notion d'homme, au profit de valeurs matérielles. Les Français sont frères en la France. En la France, oui. C'est énorme. Notre humanisme a négligé les actes, il a échoué dans sa tentative. L'égalité, donc bon, liberté, égalité, fraternité, il revisite. Peut-être aussi c'est un homme qui est resté fidèle à lui-même. Oui. Oui, sûrement. Alors il y a... Qu'est-ce que je peux vous lire pour finir? Bon ben là, presque là. Et c'est vrai que le tout dernier chapitre, c'est une nouvelle mission qui s'ouvre devant eux. Bon, probablement tout aussi absurde, mais il la verra d'une autre manière. Il la vivra d'une autre manière. Je suis revenu de mission, ayant fondé ma parenté avec la petite fermière. C'est la fameuse petite nièce qui sourit. Son sourire m'a été transparent et à travers lui, j'ai vu mon village. À travers mon village, mon pays. À travers mon pays, les autres pays. Car je suis d'une civilisation qui a choisi l'homme pour clé de voûte. Je suis du groupe 233 qui souhaitait combattre pour la Norvège. Je combattrai maintenant pour la primauté de l'homme sur l'individu, comme de l'universel sur le particulier. Bon, vous savez qu'il mourra deux ans plus tard, dans cette dernière mission, mais voilà, c'est la prise de conscience de la primauté de l'homme sur l'individu, de l'universel sur le particulier. Je crois que le culte de l'universel exalte et noue les richesses particulières et fonde le seul ordre véritable, lequel est celui de la vie. Un arbre est en ordre, malgré ses racines qui diffèrent des branches. Toujours voilà, des images liées à la nature, à la terre. L'arbre, le blé, le pain, la lumière. Le culte de l'universel, je sais pas. Exalte et noue les richesses particulières. Je crois que le culte du particulier n'entraîne que la mort, car il fonde l'ordre sur la ressemblance. Il confond l'unité de l'être avec l'identité de ses parties. Là, il explique comment la fraternité est devenue une simple tolérance mutuelle, mais que ce n'est pas ça la fraternité.
que l'égalité aussi a voulu considérer niveler, et que c'est pas ça l'égalité, et que la liberté dans ces conditions ne peut pas être acte. Et il dévaste, ce culte du particulier dévaste la cathédrale pour aligner les pierres. Je combattrai donc quiconque prétendra imposer une coutume particulière aux autres coutumes, un peuple particulier aux autres peuples, une race particulière aux autres races, une pensée particulière aux autres pensées. C'était à l'époque où le mot race pouvait être employé sans problème. Je crois que ma civilisation, c'est vrai que c'est la civilisation de l'Occident, mais je crois qu'on peut aussi lire derrière ce mot ma civilisation de l'humanité tout entière, enfin, qui englobe toute l'humanité, la civilisation. Mais il dit ma civilisation, mais je crois qu'on peut ce sont les clés de la civilisation. Simplement là, il est pris dans un conflit qui met quand même en jeu essentiellement l'Occident, avant une universalisation du conflit. Je crois que ma civilisation dénomme charité le sacrifice consenti à l'homme afin d'établir son règne. La charité est don à l'homme à travers la médiocrité de l'individu. Donc c'est ça aussi, cette reconstruction de l'imaginaire du héros, qui est fondamentalement un individu médiocre, ou vulnérable ou fragile, mais qui, au service de l'homme, devient un héros, est un héros. Donc il a la grandeur de l'idéal duquel il se met au service. Mais en tant qu'être humain, on le voit bien, il y en a un qui tient son chronomètre et qui ne veut pas se défaire de son chronomètre, qui ne veut pas prêter son chronomètre. On dit, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire de petitesse? Oui, ils ont leur petitesse, ils ont leur faiblesse, ils ont leur fragilité, ils sont vulnérables. Mais ils sont au service de quelque chose qui les dépasse. Je combattrai quiconque prétendant que ma charité honore la médiocrité, reniera l'homme et ainsi emprisonnera l'individu dans une médiocrité définitive. Je combattrai pour l'homme contre ses ennemis, mais aussi contre moi-même. Alors, là, on revient au fait que c'est un combat intérieur qu'il a livré, qu'il livre tous, et c'est presque le récit d'une prise de conscience, un récit initiatique presque, enfin pas presque, on peut vraiment le lire comme ça, avec ce tir sur d'Arras, d'une région particulièrement meurtrie de cette période. Et aussi, donc, il combattra contre les petitesses de l'individu en lui-même. Et c'est ça qui le rend légitime, authentique, après dans les choix qu'il a pu faire, au-delà de toutes les controverses qui ont pu être créées. Voilà, donc ces dernières pages qui sont vraiment comme une sorte de résumé de son credo, de son credo humaniste. Mais là aussi, vraiment avec un H majuscule. Donc, voilà, quelques éléments sur ce très beau roman, qui est pratiquement son dernier. Et après, il y aura évidemment Le Petit Prince, qui est le succès mondial par excellence, qu'on ne se lasse jamais de lire et relire, mais où les messages seront à peu près les mêmes, sous une forme allégorique, mais quand il y a toute l'histoire d'apprivoiser le renard et la relation du Petit Prince avec sa rose, c'est toujours une question de relation, de lien, de tissage. Là, bon, pas pu vous le dire, mais il y a de très très belles images sur la fileuse,
sur le tissage, sur tous ces arts de l'artisanat, hein, pour tisser, sans cesse retisser les liens qui peuvent se distendre ou vraiment se défaire. C'est ce qui m'a frappé dans ce très beau roman. Voilà.